Tout d'abord, au niveau de l'immunité pénale, effectivement, il y a ce texte qui permet de protéger les valeurs supérieures. Cependant, il est beaucoup trop large pour pouvoir utilement être soulevé à la défense d'un solidaire. Et d'autant plus que nous avons l'article L622-4 du CESEDA, le Code de l'entrée et du séjour, qui permet cette immunité de façon beaucoup plus précise et suffisamment large en réalité. En réalité, lorsque nous avons donc des poursuites qui sont initiées par des procureurs de la République, je reste absolument convaincue, et c'est personnel, de ce que ce sont de véritables dévoiements. Au point où, le 18 mai, la CNCDH a publié l'avis pour que, justement, de sorte à éviter ce dévoiement, soit inscrit dans ce texte-là très précisément le transport des personnes en situation irrégulière dès lors qu'il ne donne lieu à aucune contrepartie. Alors après, il y a des principes aussi constitutionnels. La loi doit être large et elle doit être impersonnelle et s'appliquer au plus grand nombre. C'est vrai qu'il est fort regrettable d'ajouter de nouvelles conditions à des immunités pénales, tout ça pour se préserver de dévoiement de la part du procureur de la République. Ensuite, concernant la capture de preuves, ce n'est pas dans le sens d'une organisation. Je ne suis pas en train de vous dire de vous organiser pour faire du transport de personnes en situation irrégulière. Pas du tout. Je suis juste en train de vous dire que lorsqu'on se retrouve confronté à cette situation, parce que de toute façon, aucun juge ne va vous croire sur votre bonne parole. Et aucun juge ne va croire la bonne parole de l'avocat, parce que l'avocat, de toute façon, est assimilé au client et que le client est considéré comme un menteur. Donc, la seule solution, c'est effectivement, au moment où vous vous retrouvez confronté à la situation où il peut être porté atteinte à la dignité, à l'intégrité physique, mentale d'une personne, il faut prendre un maximum de preuves. Et ça peut être effectivement une photo. Vous vous arrêtez sur le bord de la route, mais vous sortez votre smartphone et vous prenez la situation en photo. Ça peut paraître ridicule, mais aujourd'hui, parce que de toute façon, vous êtes des faibles face au procureur de la République qui dispose de super pouvoir, que vous n'avez pas. Vous n'avez pas 36 000 solutions. Ensuite, concernant la rédaction d'attestation de témoignage, si vous aviez un passager à ce moment-là, qui vous fasse, dès que vous vous arrêtez, ou dès que votre garde à vue sera terminée, une attestation de témoignage, pour pouvoir être ensuite produite devant la juridiction, qui pourrait prononcer jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende. Alors, j'entends souvent dire, oui, mais ça n'arrive jamais, ça. Aucun tribunal correctionnel ne condamnera un solidaire, un humanitaire, un associatif à une telle peine. Mais qu'en savez-vous? Moi, très sincèrement, j'en sais rien. Je ne peux pas vous garantir que
que vous ne tomberez pas devant une juridiction correctionnelle qui a envie de faire un petit peu d'excès de zèle. Bien entendu, si jamais vous prenez 5 ans d'emprisonnement et 30 000 € d'amende, appel pourra être interjeté. Mais entre cette condamnation-là et ensuite l'audience devant la cour d'appel, il va se passer combien de temps? Il va se passer au moins un mois. Et bien pendant un mois, vous serez peut-être détenu provisoirement. Donc il faut être quand même vigilant. Je ne peux pas vous apporter de garantie ni quoi que ce soit d'autre. Et pour être vigilant, il faut être dans le cadre de la loi. La loi n'est pas contre la solidarité, c'est faux. Quand on dit que le délit de solidarité existe, encore une fois, mais c'est mon interprétation et c'est ma vision, c'est faux. Ce délit de solidarité, on l'a mis dehors par la grande porte, et c'est ainsi qu'il a été abrogé. Sauf que, aujourd'hui, nous avons des individus, des représentants de l'autorité publique, et notamment des représentants du ministère public, qui dévoient cela et qui essayent de faire rentrer ce délit de solidarité par la petite fenêtre. C'est pour ça qu'à partir du moment où on se protège, où on se retrouve à devoir aider une personne, quelle que soit sa situation, il faut prendre un minimum de protection, et notamment les preuves, les quelques idées que je peux avoir, mais qui seront très très efficaces en réalité pour corroborer évidemment vos déclarations et tout le reste du dossier pénal. Alors là, je vais répondre très spontanément, oui, ça peut être une idée. Alors les avocats l'ont fait ça. Ils l'ont fait, mais dans un tout autre domaine. Ils l'ont fait, certains avocats, je crois que c'était dans le centre de la France, pour l'aide juridictionnelle. Parce que les indemnités que l'avocat perçoit lorsqu'il intervient à l'aide juridictionnelle sont ni plus ni moins que honteuses. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Donc, un certain nombre d'avocats avaient décidé d'arrêter de payer un certain nombre de taxes, d'impôts, et aussi des cotisations de SAF, de les provisionner, de les séquestrer. Je peux vous garantir qu'ils n'ont pas gagné. L'État a récupéré ce qui lui était dû, et plus encore, l'État a fait partir toute forme de pénalité. Ça, c'est pour l'expérience française côté avocat. Après, pourquoi pas, mais là, je n'aurai pas les compétences fiscales pour pouvoir vous éclairer mieux. Mais il vaut mieux être très vigilant par rapport à ça. Là, j'aurais simplement une observation. Et il y avait eu une campagne qui a été faite pour, vous savez, les personnes qui travaillent sans titre de séjour et qui payent tout de même des charges parce qu'ils ont travaillé avec un faux titre de séjour. Et donc, il y avait une campagne pour le remboursement justement des cotisations. Et il y avait une personne logistique qui disait, qui me semble sa réponse pas mal, c'est qu'il disait je ne suis pas d'accord pour continuer pour faire cette campagne-là, parce que les impôts financent quand même la protection sociale. Et c'est un mécanisme de solidarité. Et donc là, il y a, j'imagine qu'il y a pas mal de monde ici dans ce pays qui va trouver bien de ne pas payer les impôts parce qu'ils trouvent que c'est beaucoup trop cher, et parce qu'on paye beaucoup trop, et parce qu'on paye beaucoup trop pour les étrangers, et parce que machin, tout ça. Je ne me prononce du tout, mais à ce moment-là, effectivement, je trouvais très juste son raisonnement. On paye dans un système de solidarité, encore aujourd'hui. Peut-être que demain, ça serait une autre chose. Donc, du coup, on ne peut pas réfléchir, je sais pas, on ne peut pas dévoyer un peu ce système de solidarité. Voilà.
forcément de solution, surtout qu'on n'a pas la journée, où on pouvait éventuellement arriver de ce qu'il fallait aider à faire enregistrer une demande d'asile. Donc effectivement, la situation est beaucoup plus, est un peu plus compliquée. Il y a quand même des choses qu'il faut bien recadrer. Souvent, on le constate, et moi je le déplore terriblement, c'est quand un solidaire, humanitaire, un associatif, peu importe, se retrouve placé en garde à vue. C'est incroyable la volonté de convaincre les gendarmes et les policiers. Je vous dis très sincèrement, ça sert strictement à rien. Sauf que vous êtes en train de renoncer royalement à votre droit pour lequel on s'est battu, nous avocats, donc ça me rend complètement dingue de voir ça. Ce droit qui est fondamental pour vous, c'est le droit au silence, réellement. Et ce, quelles que soient les pressions qui vont être exercées par les gendarmes et par les policiers, qui vont vous dire « Ah, mais si tu te tais, ta garde à vue va durer très longtemps. » Oui, mais Gary, n'oublie pas que toi, tu n'as pas le pouvoir de décider de la longueur de la garde à vue. C'est ton supérieur, le procureur de la République. Point. Et c'est ainsi que, parce que vous essayez de convaincre un gendarme ou un fonctionnaire de police que vous êtes en train de raconter, eh bien que oui, effectivement, sur le carrefour, c'était pas très dangereux, que à tel endroit, bon, ben oui, il fait pas si froid que ça, et parce que ben, ça vous faisait plaisir de le prendre parce que ça vous fait terriblement mal au cœur. Bon, non, là, du coup, vous fusillez tout simplement votre défense, et ce n'est pas eux qu'il faut essayer de convaincre, c'est plus tard le tribunal correctionnel. Parce que, à partir du moment où, sans contrepartie, etc., un procureur de la République a l'outrecuidance de vous poursuivre, et qu'il démontre que vous avez commis un délit, on n'inverse pas les rôles. C'est pas à vous de démontrer que vous n'avez rien fait, c'est pas à vous de démontrer que vous avez fait quelque chose. Non, c'est au procureur de la République de démontrer que vous avez commis un délit. Qu'il le démontre. Arrêtez de l'aider. Et si, à l'audience, eh bien, le procureur de la République ne le démontre pas, vous, pour la première fois, et publiquement, parce que les audiences correctionnelles sont publiques, vous expliquerez ce qui s'est passé. Et point. C'est tout. Chacun son rôle. On n'essaye pas de convaincre un gendarme ou un fonctionnaire de police. On verra 24 heures, 48 heures de garde à vue. Très sincèrement, c'est seulement un mauvais moment à passer. 48 heures. D'accord, ça sent pas bon. Bon, et bien il y en a certains qui chantent dans leur cellule, qui font des exercices de respiration, d'autres qui dorment. Et puis quand ils sont sympas, j'en ai eu certains qui pouvaient dire l'humain dans leur cellule. Sympathique. En attendant, ils se sont tus. Et alors là, ça nous fait de très très belles expériences. Et on assiste à des procureurs de la République qui se retrouvent bien embêtés de n'avoir aucun élément constitutif de l'infraction pour laquelle vous êtes poursuivi. Donc, le silence, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Quel que soit le conseil de l'avocat qui va vous assister, parce que l'avocat... L'avocat? Oui. Non, c'est un choix. Soit on en prend un, soit on n'en prend pas. Et si vous n'avez pas celui que vous avez choisi, c'est pas grave. Vous en prenez un commis d'office. Si pendant l'entretien d'une demi-heure, le commis d'office dit c'est un but humanitaire, c'est pas grave, vous pouvez vous expliquer. Non, non, aujourd'hui vous savez, il faut se taire. C'est tout. Bravo.
d'abord, concernant, c'est pas forcément des questions, mais effectivement la remarque selon laquelle il n'y a pas seulement que l'article L622-1 qui est employé par les représentants de l'autorité publique pour tuer toute forme de solidarité. Il y a quantité d'autres infractions annexes que les représentants de l'autorité publique essayent de faire valoir pour exercer une sorte de pression et de harcèlement. Alors, c'est toujours pareil. La passivité, lorsqu'on se retrouve confronté à eux, en tout cas dans les prémices de ces petits délits annexes, sera, à mon sens, la meilleure défense. La passivité et évidemment le silence. Effectivement, après, ils essayent avec les outrages, la rébellion, etc. Et là, malheureusement, la seule solution, ça reste la passivité et après organiser une défense, notamment avec des attestations de témoignage, parce qu'on est rarement seul lorsqu'on s'interpose face à un policier ou autre, et ça peut être même des gens, des passants dans la rue. Alors éventuellement, ce qu'on peut envisager, c'est pour vous, alors ça peut paraître très étrange, ça peut paraître idiot, mais pas tant que ça, de vous télécharger et de vous imprimer un formulaire de témoignage, d'attestation de témoignage, c'est un formulaire SERFA, on tape formulaire SERFA, attestation de témoignage, et éventuellement on se retrouve confronté à ce type de détournement de la part des représentants de l'autorité publique. Eh bien, vous alertez un passant, peu importe, vous avez tous les smartphones, vous avez besoin d'une copie de la pièce d'identité, vous la photographiez sur place. Malheureusement, c'est le pot de fer contre le pot de terre, mais le pot de terre peut s'en sortir à partir du moment où il est structuré. Il y a certes le droit au silence en garde à vue, et après il y a une autre possibilité, ça s'appelle l'audition libre. Pas témoin assisté, ça c'est dans le cadre d'une instruction, de l'ouverture d'une instruction, procédure beaucoup plus lourde, qui pour le moment n'a jamais concerné les solidaires. Témoin, donc audition libre, vous êtes convoqué, on vous auditionne, sauf que vous êtes libre de répondre ou de ne pas répondre. Ça on ne va pas vous le dire. Vous êtes libre aussi de rester dans les locaux, soit de gendarmerie, soit de police, pour répondre aux questions, et vous êtes libre aussi de partir. Alors je ne vais pas vous raconter des histoires, je ne vais pas vous dire partez, vous n'arrivera rien, partez, vous serez placé en garde à vue. Vous serez placé en garde à vue, on vous notifiera le droit d'avoir un avocat, de garder le silence, d'avoir un médecin, de pouvoir, ah oui, ce droit-là, je vous en parle 2 petites secondes, une parenthèse. Vous avez, c'est tout nouveau, ça date d'il n'y a même pas un mois, le droit de vous entretenir téléphoniquement avec une personne de votre choix pendant une demi-heure. Alors, faites très très attention, non seulement à ce que vous dites, et à ce que serait susceptible de dire votre interlocuteur. Parce que je ne peux pas vous garantir que la ligne sur laquelle vous allez correspondre est sonorisée ou pas. Le mieux, c'est d'appeler votre avocat éventuellement, de dire je suis en garde à vue, l'avocat vous connaît, il va savoir évidemment pourquoi, et il vous indiquera la stratégie. La stratégie est la meilleure, c'est taisez-vous. Voilà, c'est tout. Je ne suis pas disponible, demandez un avocat commis d'office, et quel que soit son conseil, taisez-vous. Voilà. Ça, c'est vraiment au niveau de la réaction au niveau pénal. Ensuite, lorsqu'il s'agit effectivement de faire entrave à une reconduite physique à la frontière, notamment lorsque la personne est placée dans un avion, là malheureusement, effectivement, on peut venir vous le reprocher, on peut vous reprocher des délits. Je ne peux pas vous dire que j'ai la solution miracle. La seule chose, c'est que le nombre fait toujours la force. Voilà. Le nombre, les médias éventuellement,
effectivement, même une personne en situation irrégulière qui se trouverait sur le territoire français et qui serait d'origine du Darfour, s'il s'agit de leur ramener là, excusez-moi, mais il me semble que c'est parfaitement honteux. Et je pense que médiatiquement et je pense que publiquement, il est aussi possible de faire pression d'une autre façon. Mais malheureusement, s'interposer à ce type de procédé pour reconduire quelqu'un, ça pourrait vous être reproché. Mais ensuite, on peut développer quantité de moyens de défense, et notamment, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, les principes de proportionnalité pourraient s'appliquer. Après, tout dépendrait des faits et du dossier pénal, je ne sais pas. Mais on peut, en termes de défense, tout imaginer en réalité. On a les outils juridiques qui nous permettent de le faire. Voilà, on peut les avoir. Après, tout dépendra de vous, de votre comportement aux prémices même de la procédure, c'est-à-dire une garde à vue, une audition libre, des billes, des éléments que peut avoir ou non le procureur de la République. Il ne faut surtout pas oublier qu'il appartient uniquement au procureur de la République de démontrer la commission ou non d'une infraction. La présomption de culpabilité, ça n'existe pas. Ça, c'est à la télévision. On l'entend à toutes les sauces. Le présumé coupable, le présumé violeur, le présumé voleur, le présumé tueur. Non, ça n'existe pas. La seule présomption qu'il existe en France, c'est la présomption d'innocence. Et elle est largement bafouée tous les jours. Ensuite, concernant la question sur les PPA. Les PPA sont des points de passage autorisés. Ça concerne ça les frontières étant intérieures. Sinon, on parlerait de PPF, points de passage frontaliers, et ce sont les frontières extérieures, par exemple, le Nord-Pas-de-Calais avec le Royaume-Uni. Sur donc, les PPA sont limitativement listés. Pour pouvoir les instaurer, la France, l'État français, a fait ce qu'on appelle une déclaration auprès de la Commission européenne en justifiant d'une menace particulière et notamment une menace terroriste. Le but de ces PPA, qui ne sont pas forcément à la frontière, on en a notamment, nous, dans la vallée, à Sospel, on en a un certain nombre qui sont déterminés également par décret, peuvent être à l'intérieur des terres, et c'est notamment le cas à Sospel. On n'est pas là non plus pour chasser le migrant. On n'est pas à la chasse aux migrants, ça n'est pas ça, pas du tout. On est à la chasse aux terroristes normalement. Sauf qu'effectivement, on se rend compte encore une fois des dévoiements et on constate effectivement que vont être contrôlées plus particulièrement les voitures où se trouvent à l'intérieur des personnes de couleur, et quelle que soit la couleur, et parce qu'ils ont une présomption, de situation irrégulière. Évidemment, lorsqu'on assiste à ce type de dévoiement, il serait possible de faire des attestations, mais là, ça demanderait une action en réalité beaucoup plus organisée, beaucoup plus réfléchie que ce que je pourrais vous donner tout de suite spontanément. Il y avait une autre question sur les PPA. Les trains. Alors, les trains, effectivement, les comportements discriminatoires sont absolument interdits. Et la seule solution, parce que je n'en connais pas d'autres quand on se retrouve confronté à ce type de scène, ce serait éventuellement de rédiger immédiatement une attestation de témoignage qui soit très circonstanciée. C'est-à-dire, je prenais le train depuis telle gare et je me dirigeais à tel endroit, à tel autre gare et montais, je ne sais pas, 3, 4, 5, 6 représentants de l'autorité publique. J'ai voulu leur présenter spontanément mes papiers, ils n'en avaient que faire, on la connaît par cœur cette situation, ils n'en avaient que faire. En revanche, la seule personne qui m'intéressait, c'était la personne qui était de couleur noire. Voilà.
Éventuellement, si vous y parvenez à lire leur numéro de matricule, ils en ont un, normalement à gauche de leur veste ou de leur t-shirt, ils en ont un, éventuellement. Bon, après de façon beaucoup plus organisée, concertée, un jour peut-être, avec un plus grand nombre de solidaires, de collectifs, et puis avec un petit peu de moyens, et ça serait la preuve parfaite, avec un huissier de justice qui aurait été autorisé de circuler avec vous dans le train, et qui vous apportera la preuve parfaite par son constat de ce que ne sont contrôlées que les personnes de couleur. Et là, vous avez absolument la preuve parfaite des contrôles discriminatoires. Bon, ça coûte de l'argent, d'accord, mais peut-être de collecte, peut-être un mot commun, je n'en sais rien, pour pouvoir payer les honoraires. Et alors là, vous pouvez faire après toutes les actions juridiques et efficaces qui vont s'imposer, et même au niveau de l'Europe. On n'a pas 36 000 solutions parce que nos attestations de témoignage, on sait très bien comment elles sont considérées. On le sait parfaitement. En revanche, un constat d'huissier de justice, officier ministériel, là je crois que la preuve est tout simplement parfaite. Je n'ai aucune idée, on n'a jamais été confronté à ce type de situation, je dirais que tout est possible. Mais en même temps, un établissement scolaire aussi a des responsabilités. Et après, je ne sais pas ce que tu en penses maintenant, mais je vois parfois difficilement un professeur, puisqu'ils ne sont pas non plus d'école maternelle ou d'école primaire, c'est plutôt collège-lycée, un professeur dire j'ai eu des charges ici avec une signature. Je ne sais pas, tout est possible. Peut-être aussi que ça dépend aussi des lycées, s'ils connaissent la situation. Il y a des lycées où les enseignants, l'équipe pédagogique est militante. Mais je comprends bien, enfin, c'est pour des questions mineures comme celle-là. Mais si quelque chose arrive à ce mineur qui sort de l'école, avec un simple papier signé par quelqu'un dont on ne connaît pas bien, qui a dit il peut sortir, je ne dis pas le problème dans lequel peut se trouver ce représentant, enfin c'est professeur ou c'est professeur. Donc effectivement, enfin, c'est toujours délicat avec de donner une réponse, parce qu'en principe, effectivement, il faut plutôt demander la délégation d'autorité parentale et en absence d'un représentant local sur le territoire, et que normalement ce représentant légal serait un titre logique blasé, mais qui ne veut pas le reconnaître, ou qui a instauré des procédures pour ne pas reconnaître, ou en tout cas retarder le plus possible, ou faire durer le plus possible cette procédure pour finalement ne pas avoir à le reconnaître. Donc, en attendant, c'est vrai que ce sont des pratiques et que du coup, il y a d'autre part la responsabilité qui joue à la fois toi, si c'est toi qui signes ce papier, ou le professeur qui accepte un papier signé par une personne qui finalement n'a pas la délégation d'autorité parentale. Mais en signant, on assume la responsabilité. Ah, je veux sûr. La question est super intéressante en fait, parce que là, on est face à un établissement scolaire public qui accueillerait donc un mineur qu'il sait être isolé. Il appartient à cet établissement scolaire public de faire le nécessaire pour que ce mineur soit protégé. Voilà. C'est à lui, à un moment donné, de faire le signalement au service compétent. Il ne le fait pas, c'est sa responsabilité qui l'engage. Normalement, on ne devrait pas vous demander de signer quoi que ce soit, parce que ne serait-ce qu'en se déchargeant et sans respecter ses obligations d'avoir à signaler pour pouvoir protéger ce mineur, l'établissement scolaire public commet une faute considérable. Donc, normalement, on ne devrait pas vous demander quoi que ce soit, parce que sinon, dans ce cas-là, allez vite voir un avocat pour qu'il puisse se faire plaisir, parce que là, il y a vraiment de quoi se faire plaisir. On aurait vraiment la preuve de la carence de l'État.
uniquement sur le contrôle faciès, c'était pas seulement la plainte pénale. Il y a aussi la saisine de la Commission européenne, de la Cour européenne des droits de l'homme. Donc voilà. C'est pour cela que ça peut être absolument utile et indispensable de le faire, parce qu'il n'y a pas que le pénal, et le pénal de temps en temps, il faut le laisser tomber, parce que c'est toujours pareil, c'est l'opportunité des poursuites qui appartient au procureur de la République. Vous avez de grandes chances pour que le procureur de la République considère qu'il n'est pas opportun de poursuivre cela, etc., etc. En revanche, nous avons la Commission européenne, la Cour européenne des droits de l'homme, qui diligente des enquêtes qui peuvent condamner la France, la condamner aussi lourdement, et très sincèrement, nous, les droits de l'homme, soi-disant, se retrouver avec une multiplication de condamnations. À une époque, c'était par rapport, et ça l'est toujours de toute façon, à l'état d'incarcération des détenus, etc. Là, nous avons les difficultés que nous connaissons. Il n'y aura pas 36 000 solutions. Nous avons ces instances supérieures, et c'est celles-ci qu'il faudra viser sur ce type d'action. Quand on fait du pénal immédiat, etc., c'est pour dénoncer quelque chose dans l'extrême urgence, parce qu'on n'a pas le choix et que c'est le seul moyen. Dis-leur que nos enfants construiront des écoles et que la paix n'est pas un pigeon qui s'envole. Dis-leur que leurs frontières n'ont pas été tracées dans les règles et que notre identité n'a pas besoin de leurs symboles. Dis-leur, ils ne m'écoutent pas.